Nigeria, la campagne électorale pour les prochaines élections présidentielles de février 2015 est lancée. Elle a également démarré dans les pays d'Afrique où séjournent de fortes communautés nigérianes. Et puis au Togo, le débat sur la réforme de la Constitution est toujours en cours à l'Assemblée nationale à la veille des élections. Dans cette édition, vous suivrez la réaction de l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo. Au Mozambique, les pauvres de la capitale font des poubelles leur lieu de travail. Des centaines de femmes et d'enfants trient tous les jours les 900 tonnes d'ordures produites à Maputo. Vous êtes sur Sika TV et vous faites bien d'y rester, mesdames et messieurs. Bonjour, nous ouvrons cette édition par les nouvelles en provenance du Togo. Le projet de loi sur les réformes constitutionnelles introduit par l'opposition et le gouvernement à l'Assemblée nationale togolaise n'est toujours pas encore voté en cette veille de l'élection présidentielle. L'opposition qui exige ces réformes avant toute opération électorale semble être divisée par la procédure à mettre en œuvre pour espérer le vote de ce projet au Parlement. Selon le président de l'organisation pour bâtir dans l'Union au Togo solitaire au but, le parti de l'opposition dirigé par l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Gabriel Agbeyome Kodjo, les marches de protestation et le refus d'un consensus ne sont pas la solution pour arriver au vote de ces réformes. Suivons ici les explications d'Agbeyome Kodjo sur les propos recueillis par Ferdinand Kovigadé. Il est le correspondant de Sika TV au Togo. Sur le principe, la formation politique que j'ai l'honneur donc de diriger est favorable à la limitation des mandats et également donc au retour du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, qui sont 2 éléments, je dirais, fondamentaux inscrits dans la Constitution non modifiée du 27 septembre 1992. Mais il faut savoir raison garder. Il ne faut pas oublier qu'il y a une disposition au niveau de la CEDEAO qui stipule qu'à 6 mois des élections, aucune disposition ne peut être prise, donc qui touche à l'organisation des élections si elle ne procède d'un consensus au niveau de la classe politique. Donc c'est le manque de consensus aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui fait que les problèmes donc liés aux réformes traînent. Mais je dis, la politique aussi, c'est une question de rapport de force. Le parti au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale. Si l'opposition parlementaire qui porte les aspirations profondes du peuple togolais, tendant donc à la limitation du mandat et au retour donc du mode de scrutin uninominal à 2 tours, je dis donc que cette opposition parlementaire doit faire des concessions pour que ces réformes puissent voir le jour. Mais nous sommes sidérés, nous sommes revulsés par l'intransigeance donc de cette opposition parlementaire qui ne comprend pas que dans une discussion, il faut accepter de perdre un peu pour faire triompher la cause qu'on défend. D'abord, il faut partir du principe sans lequel la loi n'est pas rétroactive. Et donc à partir de ce moment-là, nous suggérons, et nous l'avons fait savoir, qu'il serait bien, aussi bien pour la classe politique de l'opposition que pour l'ensemble du pays, que les réformes portant limitation de mandat interviennent avant le prochain scrutin. Si ces réformes intervenaient après donc le prochain scrutin, eh bien donc le parti au pouvoir peut estimer que, en tout cas, son champion peut disposer encore de 2 mandats de 5 ans. Toujours au Togo, les opérations de révision des listes électorales pour la présidentielle de mars 2015 ont démarré depuis le 20 janvier dernier. Ces opérations drainent pour le moment peu de monde à Lomé, la capitale. On note par ailleurs l'absence des observateurs et des représentants des partis politiques dans les bureaux de recensement. Reportage. Lancé le 20 janvier dernier par le président de la Commission électorale nationale indépendante, les opérations de révision des listes électorales au Togo n'ont pas connu d'affluence au cours des premières journées à Lomé. C'est ma première fois de venir m'inscrire sur la liste électorale. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ma carte d'électeur. Il n'y a pas beaucoup de personnes.
lorsque je me suis inscrit, lorsqu'on a tout fait, j'ai pris ma carte et je suis parti. Et je crois que le devoir m'incombe en tant que citoyen togolais de participer à cette élection de 2015. Inscrire de nouveaux électeurs, délivrer les duplicata des cartes d'électeurs, procéder au transfert des personnes et à la radiation de celles décédées, ce sont là les tâches qui incombent aux 30 000 agents électoraux de divers ordres mobilisés par la CENI. Ici, au lycée de Tokoin, les opérations se déroulent normalement dans les 3 bureaux de vote parcourus vendredi. Il y a un bon nombre qui était déjà enrôlés. Donc cette fois-ci, ce sont les questions de perte qui nous font enrôler maintenant. Sans quoi il n'y a pas de problème. On a pu enregistrer 5 personnes pour le premier jour. Le deuxième jour, nous avons fait jusqu'à 19. Et aujourd'hui, les gens continuent par arriver. Surtout les nouveaux inscrits arrivent et certains arrivent, c'est les transferts. Ils étaient enregistrés ailleurs, à l'intérieur du pays, ils sont maintenant à Lomé. Prévu pour durer 6 jours dans la première zone qui regroupe le Grand Lomé et les préfectures environnantes, les opérations de mise à jour du fichier électoral au Togo dans le cadre de l'élection présidentielle de 2015 prendront fin le 26 février prochain. Le Nigeria à présent, la campagne électorale dans le cadre des prochaines élections présidentielles de février 2015 est lancée. Elle a également démarré dans les pays d'Afrique de l'Ouest où séjournent de fortes communautés nigérianes. Au Ghana, par exemple, les candidats tentent de séduire les quelques 4 millions de résidents nigérians dans la capitale Accra. Un grand renfort d'affiches électorales. Reportage. Les prochaines élections générales au Nigeria suscitent beaucoup d'engouement, même à l'extérieur du pays. Dans chacun des états-majors, c'est la grande mobilisation pour sonner le rassemblement des électeurs ressortissants nigérians dans les pays limitrophes. Pendant que l'opposition nigériane préfère orienter sa campagne en destination des électeurs à l'intérieur du Nigeria, le camp du président candidat Goodluck Jonathan, candidat à sa réélection, s'active pour accroître sa visibilité au Ghana par exemple, deuxième pays anglophone le plus peuplé en Afrique de l'Ouest, où vivent environ 4 millions d'électeurs potentiels. Certains se sont organisés à travers des associations à l'image de celle-ci, le groupe pour la transformation du Nigeria, qui compte activement prendre part à ce scrutin. Aujourd'hui, nous inaugurons le groupe des ambassadeurs de la transformation du Nigeria qui représente Jonathan, un bon leadership et une bonne gouvernance. Nous inaugurons le bureau ghanéen en soutien à notre bon président Goodluck Jonathan. Nous allons tous voter aux élections de février. Nous avons tous nos cartes d'électeurs. Une fois l'inauguration passée, nous partirons au Nigeria pour participer au vote. Aujourd'hui, le gouvernement nigérien n'a pas réussi à faire voter la diaspora nigériane. Que 4 millions d'entre nous ne participent pas à cette élection, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous voulons mobiliser ce peuple pour qu'il participe aux élections chez nous. Le combat pour la conquête du fauteuil présidentiel au Nigeria s'annonce donc très serré entre les candidats Muhammadu Buhari et Goodluck Jonathan. Le verdict des urnes au soir du 14 février est donc très attendu. En Égypte, la police a arrêté 516 partisans des frères musulmans, la confrérie islamiste interdite dans le pays. C'était dimanche dernier lors des heurts entre policiers et manifestants rassemblés à l'occasion de l'anniversaire de la révolte de 2011. Reportage. Au lendemain des heurts ayant pratiquement ramené l'Égypte 4 ans en arrière, toutes sortes de chiffres sont communiqués au sujet des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Les autorités du pays ont alors décidé de couper court aux spéculations qui fusent de toutes parts, communiquer les chiffres officiels. Si le bilan matériel crève presque les yeux, on ne peut en dire de même du bilan humain. Le principal orateur y accordera davantage du prix. Hier, nous en avons annoncé 18. Le nombre a augmenté à cause des blessés. Il y en a maintenant 23, 97 blessés, 56 sont sortis de l'hôpital et 41 toujours sous traitement. En croit Mohamed Ibrahim, le ministre de l'Intérieur, les principaux instigateurs de ces exactions se retrouvent désormais, pour la plupart, aux mains de la police
pour répondre de leurs actes. Nous avons réussi hier à arrêter 516 éléments du groupe des frères musulmans qui étaient impliqués dans des tirs de munitions, des installations d'explosifs et des bombes dans des bâtiments. Cette vague d'arrestations est la plus importante depuis l'accession au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi en mai. Le président Sisi est régulièrement accusé d'avoir instauré un régime encore plus répressif que celui de Moubarak. Mais l'homme n'est pas inquiété outre mesure. Il jouit jusqu'alors d'une forte popularité auprès d'une grande partie de l'opinion publique. Rendons-nous présents à Mozambique. Au Mozambique, du moins, c'est courbé en deux et respirant des vapeurs âcres. Des centaines de femmes et d'enfants trient les déchets de la capitale du Mozambique dans une décharge où 900 tonnes d'ordures sont déversées chaque jour. Les détails dans cet élément. 10 ans que Rosa se rend tous les jours dans la décharge d'Ulen, à Maputo, la capitale du Mozambique. Comme 500 autres catadors ou chiffonniers en portugais, elle cherche du plastique, du papier, des canettes, des bouteilles, toutes les matières recyclables qu'elle pourra revendre au kilo. Je suis ici à cause de la pauvreté. Je n'ai rien pour mes enfants. J'ai besoin de gagner quelque chose pour leur donner. Quand les colons portugais ont choisi cet emplacement pour les déchets il y a 50 ans, ils se trouvaient bien au-delà de la ville. Mais depuis, Maputo s'est étendu au point d'englober Ulen. Aujourd'hui, les ordures couvrent une surface équivalente à 17 terrains de football, empilés à des hauteurs d'immeubles de 3 étages. Ces femmes et ces enfants qui n'ont pas d'autres moyens de survie se protègent comme ils peuvent des fumées et des émanations âcres produites par la combustion. Quand j'ai pris la direction de la décharge il y a 5 ans, peu d'enfants venaient ici. Depuis, ça s'est équilibré. Ils sont presque aussi nombreux que les adultes. Les camions qui viennent des quartiers privilégiés de la capitale sont pris d'assaut. Plus de 900 tonnes de déchets sont déposées ici chaque jour. Le Mozambique compte parmi les 10 économies du monde à la croissance la plus rapide, plus de 7% en 2014. Mais la moitié de la population vit toujours avec moins d'$1 par jour et les catadors gagnent la moitié de ça. Un demi-dollar dont souvent dépendent des familles entières. Ma vie est une vie de souffrance, mais je n'ai pas d'alternative. Si je ne travaille pas, je n'aurai rien pour mes enfants. Pour moi, le plus difficile ici, c'est la faim. Après plusieurs heures à trier les ordures, Rosa rentre chez elle juste à côté. Elle refuse que ses enfants travaillent comme elle par peur pour leur santé, même si sa famille a besoin de plus d'argent. Je ne vois pas d'avenir pour les enfants parce que nous n'avons pas d'argent. Ce qu'on revend à la décharge ne rapporte presque rien. Depuis des années, les autorités veulent déplacer la décharge hors de la ville à 20 km. Le projet ne se réalisera pas avant 2016, mais les catadors s'inquiètent déjà à l'idée de perdre leur seule ressource. Les nouvelles de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations à présent, la Guinée équatoriale, pays organisateur, et le Congo sont les premiers pays-nations, les premières nations du moins à être qualifiées pour les quarts de finale. Ces équipes considérées comme les seconds couteaux dans le groupe A, derrière le Burkina Faso et le Gabon, ont créé la première surprise dans cette 30e édition de la CAN. Reportage. Scène de liesse en Guinée équatoriale où l'équipe nationale s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la deuxième fois de son histoire que le Zalang national accède à ce niveau de la compétition. Après la CAN que le pays a co-organisée en 2012 avec le Gabon. Un ticket obtenu justement suite à sa victoire 2-0 sur les Panthères du Gabon dimanche à Bata en match comptant pour la troisième et dernière journée dans le groupe A. Avec le pays organisateur, le Congo-Brazzaville est la deuxième nation qualifiée dans ce groupe grâce à sa victoire 2-1 à Ebébéine sur le Burkina Faso. Avec 2 victoires et 1 nul, le Congo est leader du groupe avec 7 points. Les supporters congolais saluent cette qualification 15 ans après la dernière participation des Diables Rouges à une Coupe d'Afrique. C'était en 2000 au Ghana et au Nigeria. Deuxième match au Gabon, on a gagné, on a dit ça va aller. Il faut pas que maintenant on se déplace depuis Bata pour venir Bibine, les supporter. Et grâce à Dieu, on a gagné, on est qualifié.
Une joie des Congolais et des Équato-Guinéens qui contraste avec la déception des Gabonais et surtout des Burkinabés, les deux équipes pourtant données favorites de la poule. L'entraîneur, maintenant il a prouvé sa carence. Il nous a prouvé sa carence. On dit qu'il vend des marches. Maintenant, aujourd'hui, il a confirmé. Le Burkina sort par la petite porte, dernier du groupe avec seulement un but marqué, contre 4 encaissés et un seul point contre eux. Les vice-champions d'Afrique sont éliminés dès le premier tour. Voilà qui vient mettre donc terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.